Merci pour votre accueil, merci pour votre confiance de me donner 1 heure avec vous pour explorer ce sujet. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes? Vous l'aurez perçu dans la vie, et il y a beaucoup de choses qui font sens, mais pas très envie. Et il y a également beaucoup de choses qui font envie, mais qui n'ont pas beaucoup de sens. Et donc, est-ce que notre tracé ne consiste pas à tenter de naviguer entre ce qui fait sens et envie, en tentant bien sûr de combiner tant l'un que l'autre? Des choses qui font sens et envie, waouh, on y va. Et c'est précieux donc de vérifier, est-ce que nous, adultes, avons travaillé, il s'agit d'un travail, ça ne tombe pas du ciel, à découvrir ce qui pour nous fait à la fois sens et envie, en sorte que dans notre façon d'être, de notre façon d'être se dégage cette évidence que, waouh, cet adulte, il sait où il va, et il aime ce qu'il fait. Et ça draine un sillage de cohérence, de bienveillance, d'envie d'y aller. Parce que vous l'aurez perçu, tous les parents le savent, mais aussi les enseignants, les éducateurs, les enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Les enfants n'écoutent pas non plus ce que vous faites. Les enfants écoutent ce que vous êtes. C'est votre cohérence intime entre ce à quoi vous pensez, ce que vous rêvez, les sentiments qui vous habitent, les valeurs qui vous portent et la mise en place, la démarche que vous incarnez pour aligner tout ça. C'est ça qui parle. Et comment être inspirant si on n'est pas inspiré? Qu'est-ce qui fait que nous pourrions manquer d'inspiration? Nous sommes issus, quelques mots un peu tragiques, rassurez-vous, ça durera 30 secondes, de millénaires d'une société patriarcale qui s'est bâtie sur la masculinité principalement, avec des rapports de force. Quand tout va bien, mais quand ça va moins bien, différentes tensions, ça se règle par la domination, soumission, l'agression, démission. Beaucoup de compétition quand il n'y a pas de manipulation ou de séduction, c'est des rapports de force. On est loin des rapports d'empathie, d'écoute, de collaboration, de patience, de capacité à se remettre en question et de lâcher prise. On s'est formaté là-dedans. Et donc les hommes et les femmes que nous sommes ont, depuis plusieurs millénaires, pris l'habitude de faire violence à leur nature profonde, à se couper de leur intuition, de leur sensibilité, de leur délicatesse, de leur fantaisie et parfois même de leur joie. Cette violence intime sur chacun de nous s'est perpétrée dans le rapport aux autres, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à la nature. Et je ne serais pas surpris que beaucoup d'entre vous, vous êtes bien conscients que l'on ne va pas pouvoir changer notre rapport aux autres là-devant, sans avoir à transformer notre rapport à nous là-dedans. Nous n'allons pas par miracle développer de l'écoute et de l'empathie pour cet humain-là qui est là-devant, sans avoir développé ces mêmes capacités d'écoute et d'empathie pour cet humain-là qui est là-dedans. L'empathie ne s'invente pas, elle se muscle, elle se pratique, elle s'apprend, elle s'intègre comme une évidence. Mais au début, ce n'est pas évident. Tous les parents qui apprennent à brosser les dents aux enfants savent bien que les enfants iraient bien dormir sans brosser les dents. Ce n'est pas évident. Ça demande un peu de vigilance, un peu d'attention pour que ce comportement d'hygiène salutaire s'intègre et devienne une évidence. J'ai 3 filles. Au début, elles n'avaient pas trop se brosser les dents. Elles ont 18, 17. Il n'y en a pas une qui oublie de se brosser les dents. Hein. On a envie d'être frais, d'être joli, d'attirer sans doute un joli cœur tôt ou tard. Processus d'apprentissage, voyez. Nous avons donc appris à nous couper de nous-mêmes et de plus en plus de nos contemporains, vous en êtes certainement nombreux, réalisent que nous n'allons pas par hasard respecter la nature qui en a tant besoin autour de nous, sans avoir appris ou réappris à respecter notre nature intime. Et qu'au fond, la violence perpétrée sur la nature et ses ressources est le reflet spectaculaire d'une violence que nous perpétrons sur nous et que nous ne voyons pas, tellement elle est infiltrée dans nos habitudes de fonctionnement. Donc, je termine ma minute tragique. Dans ce système patriarcal, rapport de force, mépris des valeurs dites féminines, mais qui sont bien sûr aussi partagées par les hommes que par les femmes, eh bien, nous avons malheureusement pris l'habitude de nous enrouler sur un je, me, moi, souvent méfiant, contracté, parfois même égoïste ou avide,
face à un tue-toi vécu comme menaçant, peut-être même hostile. Et nous avons oublié le nous. Le nous soutenant, le nous aimant, le nous indifférencié dans lequel chacun a sa place, cohabite, s'enchante d'être vivant dans un monde vivant. Nous avons oublié le nous. Et c'est à nous qu'il appartient de le recréer partout. Vous l'aurez perçu, dans toute relation, il y a 3 êtres vivants. Dans le couple, par exemple, toi, tu es né à ta date de naissance, moi, je suis né à ma date de naissance, mais nous est né quand nous nous sommes rencontrés. Nous a grandi, nous s'est épanoui, nous est devenu bien vivant, mais nous pourrait se fatiguer, nous pourrait tomber malade, nous pourrait s'anesthésier, si toi et moi ne prenons pas soin de nous. C'est pareil avec les enfants. Votre enfant est né à sa date de naissance, vous êtes né à votre date de naissance, et le nous est né lorsque vous l'avez porté dans votre ventre et qu'il est arrivé dans le couple. Et c'est la même chose avec l'élève. Le gamin était né à sa date de naissance, vous étiez né à la vôtre, mais le nous apparaît quand ce gamin entre dans votre classe, ou dans votre salle de sport ou de jeu, ou votre salle de repas. Le nous se crée là. Va-t-on prendre soin du nous, de ce vivant sacré qui s'est établi ? Nous avons sans doute besoin de revisiter un peu nos habitudes pour quitter l'habitude de la contraction méfiance et entrer dans l'expansion confiance. Et ça demande un peu de déprogrammation. Ça demande un peu de déprogrammation. Et je vous propose de vérifier pourquoi vous levez-vous le matin. Si je vous écoute, je pense qu'il y aura toutes sortes de raisons, mais pour faire du café, préparer le petit déjeuner, conduire les enfants à l'école, partir à mon travail, ne pas louper mon bus. Non. Personne ne se lève pour ça. Vous vous levez pour vous enchanter d'être en vie au milieu de toutes sortes d'autres êtres vivants. Et faire du café, préparer le petit déjeuner, préparer les pique-niques des enfants, prendre soin de les conduire à l'école, gagner un peu d'argent pour assurer tout ça, ça fait partie de la logistique de l'enchantement. Je vous invite simplement dans les jours qui viennent, et peut-être déjà tout à l'heure ou demain matin, à vérifier régulièrement dans votre journée, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais mes courses au supermarché ? Pourquoi je prends soin de ma comptabilité, garder mes petits papiers ? Pourquoi je fais ces mails, ces téléphones, etc. Eh bien, il y a 99% qu'en travaillant ce que j'appelle dans mon travail la spirale de la conscience concentrique, ou la conscience en spirale concentrique, vous allez arriver, mais je fais ça pour mon enchantement. Sinon, je ne le ferai pas. Il peut arriver que l'on ait oublié l'objectif qui est l'enchantement et qu'on soit piégé dans la logistique, dans les choses à faire. C'est un des résultats du système patriarcal. Nous avons privilégié le faire en oubliant l'être. Brosse tes dents, mets ton pyjama, range ta chambre. Et quand ce qu'on est, quand ce qu'on s'écoute, quand ce qu'on s'enchante, nous y reviendrons. Je vous propose de partir de ce qu'il y a de plus proche. Aucune théorie dans ce que je vous dis. Je vous parle après 25 ans d'accompagnement des personnes à travers les cycles et saisons de l'existence, et donc sur la matière même du vivant. Je vous propose de partir de notre expérience. Beaucoup d'entre nous auront eu l'occasion de côtoyer des adultes inspirants et d'en garder bonne mémoire, et d'avoir été précisément touchés par ce qu'ils sont, pas tant par ce qu'ils font, par leur qualité d'être. Et je vous propose, si c'est le cas pour vous, de retrouver un parent, un grand-parent, c'est souvent des grands-parents, une tante, un parrain, une marraine, enfin, ou un aumônier, ou enfin, un enseignant, et de regoûter le contact avec cette personne. Et ce que ça a laissé en vous, ce qui s'est semé en vous de cette présence, de cette fréquentation, c'est au niveau fréquentation, nous le dit, vibratoire, que quelque chose demeure en vous et que peut-être vous portez à votre tour et que vous transmettez, laissant là aussi un sillage. Et donc je vous propose de tenter d'identifier 4-5 valeurs ou besoins qui vous ont été transmis par cette façon d'être. Et si dans notre salle, ça peut arriver, quelqu'un n'a pas ce souvenir malheureusement de quelqu'un d'inspirant, et effectivement ça peut bien arriver sur notre planète, eh bien je vous propose, si vous êtes dans ce cas, de rêver la personne. Comment l'auriez-vous voulu ? Prenez quelques instants si vous voulez bien.
pour fréquenter cette personne dans votre souvenir ou dans votre rêve. Et puis je vous propose de vérifier votre climat intérieur. Quand vous refréquentez cette personne en souvenir ou en rêve, qu'est-ce que ça fait? Et vérifiez, le corps ne ment pas, vous le savez, la sensation d'abord physique, contraction, méfiance, ah non, plus jamais ça. Ou expansion, confiance, ah oui, j'aimais ça, ça m'a touché. Hein? Vérifiez vous-même. Le corps ne ment pas, vous voyez, c'est précieux d'être proche du corps. Beaucoup de gens parmi vous ont une pratique du corps, je n'en doute pas, et savent écouter les messages du corps qui indiquent une voie, une expansion. C'est par ici qu'on veut aller, on y va tout entier. Mais je rencontre beaucoup dans mon travail des personnes qui n'ont aucun contact avec le corps et qui voudraient être proches de l'autre devant alors qu'ils sont complètement coupés d'eux, proches de la vie qui est là, en étant coupés de la vie qui est ici. Comment voulez-vous? Hygiène de conscience, hein? Ça va démarrer par soi. Et ça demande de percevoir du subtil en nous. Lorsque moi je fais l'exercice avec vous de me rappeler quelqu'un qui m'a profondément inspiré, immédiatement c'est le souvenir de ma grand-mère avec qui nous habitions une grande maison à la campagne, les grands-parents juste à côté. Et ma grand-mère était quelqu'un de profondément généreux. Voilà des valeurs que j'ai accueillies, d'une grande bonté, d'une très grande simplicité aussi et d'une immense fantaisie. Et quand je pense à ma grand-mère et à ces valeurs-là, il y a tout mon être qui fait. C'est par là qu'on va. Et on y va tout entier. Il n'y a pas une partie de moi qui reste là sur sa chaise en contraction, en disant non, on reste par ici. Il y a mobilisation de mon être vers les valeurs que je veux vivre, que je veux incarner, et que bien sûr je souhaite transmettre à mes enfants et à ceux que je croise, dans le souhait qu'eux-mêmes se disent « Oh, ces valeurs-là, waouh, ça fait sens et envie ». Le grand bénéfice, voyez-vous, de reprendre des éléments comme ça pour s'en inspirer, retrouver les valeurs vers lesquelles on va, c'est que quand la tension s'installe, quand le différend arrive, quand la colère monte, et que la tension pourrait donc s'installer entre nous deux, eh bien c'est plus facile de se rappeler « Attends, j'essaie pas d'avoir raison de te rejeter et de faire un jeu avide face à un tu hostile, je souhaite du nous ». Et les ferments, les ingrédients du nous, c'est générosité, bonté, fantaisie, simplicité. On va s'écouter simplement, on va se dire simplement. Tu as une position, j'ai une position, et 1000 positions possibles sur la planète. Je me désaccroche de mon petit ego qui veut avoir raison. Je ne t'enferme pas dans le peu que j'ai vu de toi. Il y a toute la partie immergé de l'iceberg que je veux percevoir par l'empathie. Derrière les mots peut-être maladroits que tu as employés, il y a un bel être vivant. Est-ce que je porte mon attention à ce que je ne vois pas? Rappelez-vous, Syntex, l'essentiel est invisible pour les yeux. Est-ce que je t'ai regardé avec tout mon cœur? Et donc, je vous propose de poursuivre notre petit exercice en notant au tableau les valeurs qui vous auront inspiré dans cet être-là. Moi, je vous ai partagé que pour ma grand-mère, c'était la bonté, la fantaisie, la simplicité et, j'oublie, la générosité. Oui, c'est ça. Générosité. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que c'était? La disponibilité. Ce n'est pas nécessaire de relire depuis le fond de la salle, vous savez. C'est juste pour faire un petit tableau. La lenteur. Ah, voilà. La lenteur. L'humour. L'hospitalité. L'amour. Le respect. La patience, merci. La sagesse, le savoir, l'amour, oui, nous l'avons. Merci.
L'altruisme. La fiabilité. Le partage. La bienveillance, merci. Le plaisir. La compréhension. L'ouverture d'esprit. La tranquillité. La curiosité. La joie. Les deux mots se sont mis ensemble, je ne les ai pas entendus. L'écoute. Un refuge. L'autorité. Ah, il y en a qui ont eu de la chance quand même. Hein. Allez. La cohérence. Alors, le non-jugement. Ah, oui, il y en a qui ont eu aussi de la chance là. Alors bon, l'idée n'est pas de remplir plein de tableaux. On pourrait bien sûr faire des listes profondes. L'idée, c'est simplement de vérifier intérieurement la sensation. Qu'est-ce que ça nous fait physiquement de réaliser qu'en quelques instants de présence à quelqu'un qui nous a inspirés, qui, par sa façon d'être, a donné sens et envie, et que nous pouvons encore nous en souvenir aujourd'hui, nous réalisons que ce qui était vivant dans cette attitude, ce sont les valeurs ou les besoins, vous voyez que ces notions se croisent, les valeurs ou les besoins de bonté, de fantaisie et de simplicité, valeurs ou besoins de générosité, de disponibilité et de lenteur, valeurs et besoins d'humour, d'hospitalité et d'amour, respect, patience, sagesse, savoir, altruisme, fiabilité, partage, bienveillance, plaisir, compréhension, ouverture d'esprit, tranquillité, curiosité, joie, écoute, refuge, autorité, liberté de penser, cohérence et non-jugement. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a une sensation qui se dégage de ça? Ou un sentiment? De l'ouverture? Le cœur à sa place, vous faites le geste d'ouverture, et cœur à sa place. Légèreté, joie, exister, paix, acceptation, apaisement. Voyez tout ce que vous citez simplement parce qu'on a refréquenté un moment quelque chose qui nous inspire légèreté, paix, apaisement, ouverture. Il y a des gens qui vont une semaine en thalasso qui coûtent bien cher pour coûter ça. Ça n'a pas coûté un sou, c'est juste du discernement. Nous disposons pour nous réenchanter d'un pouvoir aussi considérable qu'ignoré. C'est par là qu'on va. Et on a envie d'y aller tout entier. Je pense que même si vous n'avez pas cité certaines des valeurs qui sont là, elles vous tiennent à cœur. Nous avons compris la communauté de notre fonctionnement. Nous voudrions bien vivre ça. Si moi je veux vivre ça, sans doute que l'autre veut vivre ça. Je suis heureux quand ceci est nourri, je suis moins heureux quand ceci n'est pas nourri. Et donc je peux exprimer, principe de base de communication non violente, au lieu de dire « tu m'écoutes jamais », je peux dire « j'aimerais un peu d'écoute, serais-tu d'accord de m'écouter ?» Je peux prendre conscience de mes besoins et les formuler. Mais je peux aussi comprendre les besoins de l'autre, et ça va nous être bien utile dans l'accompagnement des enfants. Parce que l'enfant ne dit pas souvent en parfaite CNV, communication non violente, « je me sens triste parce que j'aurais besoin d'un peu d'écoute, serais-tu d'accord de m'écouter ?» Non, ça ne va pas venir comme ça. Il va nous balancer « t'es un con puis tu m'emmerdes ». Mais nous ne sommes pas dupes de cette partie émergée de l'iceberg. Nous portons tout de suite notre attention à quelqu'un qui parle comme ça, souffre de quelque chose et a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Je connais bien mes besoins parce que je les fréquente et je les honore régulièrement. J'ai des clés, des outils pour comprendre les besoins des autres. Tout le travail que j'ai fait sur moi est d'intérêt public. C'est ce que j'appelle dans mon travail l'intériorité citoyenne. Ma vie intérieure, Madame qui parlait juste avant, a terminé sur le fort intérieur. J'ai bien aimé qu'elle rappelle cette essence de notre humanité, l'espace de discernement qui fait notre dignité d'homme. Et qui a tellement été malmené dans le système patriarcal, capitaliste, consumériste, hyper-matérialiste dans lequel nous nous sommes laissés embarquer, avec notre consentement. Hein. C'est nous qui l'avons co-créé, cette affaire. Hein. Nous avons donc besoin de rétablir cette intériorité au service de la vie citoyenne.
Je n'ai pas dessiné ça en rouge par hasard. J'ai dessiné ça en rouge parce que ce sont les filins de notre fil rouge. Le dessin que cette petite liste et le dessin que je vous fais, je le fais dans toutes mes conférences, quel qu'en soit le thème, je commence par ça, pour nous rappeler l'essence. Nous cherchons à vivre sur notre fil rouge intérieur. Nous sentons que nous sommes jubilants, joyeux quand on est sur le fil rouge, quand nous vivons ces valeurs-là, et que nous sommes tristes et malheureux quand nous n'y sommes pas. Ben, l'enfant en face de nous, c'est pareil. Il est joyeux, jubilant, généreux, attentif, pressant, concentré quand il est sur son fil rouge. Il est distrait, chahuteur, agressif quand il ne l'est pas. Alors, arrêtons de gérer le problème par l'extérieur avec des menaces, des punitions ou des récompenses, ce qui fait qu'on traite l'humain comme un âne, carotte ou bâton. Je pense que nous avons un peu plus de discernement qu'un âne et qu'il est temps donc d'aller voir par l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton fil rouge? Où t'es? Où t'es? Qu'est-ce que t'aimes? Et heureusement, ça commence à apparaître, mais nous sommes encore vraiment des analphabètes sur le plan de la relation et de l'intelligence émotionnelle. Nous avons du mal à bien utiliser nos ressentis pour nous aligner sur le fil rouge, en évitant ce que nous n'aimons pas. Nous sommes souvent bloqués. Dans un petit bouquin écrit récemment avec un ami historien à la suite des attentats du Bataclan, on a fait un petit livre qui s'appelle « La paix, ça s'apprend ». Ça ne tombe pas du ciel. C'est une discipline, ça demande de l'engagement, de la volonté, des exercices, du temps. Aucun apprentissage que vous avez fait, qu'il s'agisse de conduire une voiture, faire pratiquer un sport un peu amusant ou intégrer une langue étrangère, tout ça ne s'est pas fait en une après-midi, ni même en 2 mois. Ça vous a pris des mois. Et vous goûtez le bénéfice de cet apprentissage. Curieusement, pour ces choses, conduire une voiture, faire du sport et pratiquer une langue qui sont agréables mais pas indispensables, nous savons faire des apprentissages et nous y engager avec des efforts. Ça, on sait. Mais pour quelque chose d'aussi important que de cultiver la qualité de paix intérieure qui permet d'être pacifiant dans son attitude, on espère que ça vienne du ciel. C'est quand même drôlement utopique, vous voyez. Or, des apprentissages, vous le savez, existent, des outils pertinents existent. Il est juste simplement temps de le faire connaître et que la plupart des écoles, des mairies, des églises, des paroisses, des administrations, des hôpitaux prodiguent des formations à la connaissance de soi, au service des autres. Dans mon esprit, tout enfant qui va à l'école devrait, depuis la maternelle, mais tout au long du cursus jusqu'à l'université, apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, qu'est-ce que cela dit de lui, comment se mettre dans une joyeuse expansion de lui-même au service des autres, en connaissant bien ses talents pour les exploiter. Et il a également besoin d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le fâche, qu'est-ce qui le désole, qu'est-ce qui crée en lui de la peur ou de la rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa souffrance aux autres. Vous ne pouvez pas un dessin, La connaissance de soi est un enjeu de santé publique. Je disais ça jusqu'à quelques années. Depuis les attentats, je dis que c'est un enjeu de sécurité publique. Voilà une petite piste pour nous rappeler dans les échanges, tiens, le fil rouge, quand il y a de la tension, de la difficulté, d'où ça vient. Pour ne pas être pris dans nos anciens scénarios qui datent d'une autre époque, c'est des téléchargements, c'est pas vraiment nous. C'est notre personnage, mais il est peut-être temps de s'en défaire et retrouver la vraie personne. La vraie personne qui souhaite le nous, la relation vraie, profonde, féconde et fluide. Je pense que s'il y a bien une chose qui nous rassemble, quand je donne des conférences sur la communication non violente, je démarre de ça, je pense que quelque chose nous rassemble. Tout le monde. Oui, nous cherchons des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Ah ben oui. Eh bien, ça ne va pas tomber du ciel, parce que les encodages ne sont pas tellement comme ça. Ça nous demande d'être vigilants à comment je communique, comment j'échange. Pour nous rappeler le fil rouge, petit exemple que je vous tire d'une période de ma vie. Pendant 10 ans, je me suis occupé de gamins de la rue. Certains savent que j'étais avocat. Mon métier m'a assez vite ennuyé. Je le gardais pour des raisons alimentaires. Je cherchais autre chose. Et l'expérience pendant 10 ans avec des gamins de la rue, en bénévolat, c'était des activités de vacances et de week-end, m'a fait pivoter et donner le goût de m'occuper des humains. Et nous faisions régulièrement des activités pour permettre aux jeunes de comprendre leurs vrais besoins et ne pas être piégés dans des stratégies. Comprendre leur vrai besoin d'être en vie, de se sentir vivant, d'appartenir, d'être lié. Et on peut faire ça autrement qu'en taguant les murs, qu'en balançant des pavés dans les vitrines, ou en jouant du cutter dans les transports en commun. Quand j'allais voir les gamins pour leur lycée, ils me disaient « Moi je suis personne, mais quand j'ai tagué le mur, tout le monde m'a dit bravo. Ah, j'existe ?» Ben oui. Quand j'ai tagué encore plus dans tel quartier, on m'a dit « T'appartiens au groupe là, t'as passé un cran. Appartenance.
reconnaissance, appartenance, se sentir exister. Vous pouvez vivre sans ça, vous? Moi pas. Hein. J'ai eu la chance d'avoir de bons parents qui m'ont appris de bonnes stratégies. Alors, les activités étaient pour permettre aux jeunes de prendre conscience que leur élan de vie est juste, le fil rouge est évidemment juste, c'est la vie même, et on va peut-être juste changer de stratégie. Et cette expérience-là a fondé en moi ces 3 petits principes que j'ai en cœur de partager avec vous dans ce thème d'aujourd'hui. Nous emmenions les jeunes, de temps en temps, 2-3 fois par an, faire de l'escalade dans un camp d'entraînement du régiment paracommando. C'est un très bel endroit, sur des falaises le long du fleuve la Meuse. C'est au milieu de la nature, et il y a toutes sortes de pistes d'escalade, des rappels, des ponts, des dead right, vous savez, des ponts de la mort. Enfin, il s'agit de s'aguerrir en passant ces obstacles. Et ça se fait bien sûr par 2, par 3. Il y a un esprit d'équipe qui fonctionne là-dedans. Certaines institutions dont les enfants venaient ne voulaient pas nous les donner. On prenait des gamins entre 12 et 20 à peu près, une vingtaine de gamins. Ils ne voulaient pas parce qu'ils disaient ce camp n'est pas gardé, il n'y a pas de clôture, vous allez perdre les gamins dans la nature, ils vont aller dans les cafés du coin faire du grabuge. Et nous avions confiance, on a parfois même signé des décharges. Alors les gamins arrivent, on passe la journée à faire de l'escalade, etc. Et le soir, on se retrouve dans un petit verger derrière, on a monté des tentes, on prépare un grand spaghetti, on allume un feu, on prend une bière, on est en Belgique quand même. Il n'y a pas un gamin qui manque à l'appel. Pas besoin de tenir une liste et de vérifier, ils sont tous là. Alors, en ayant vu ça, ce prodige, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fédère tous ces gamins réputés excentriques, récidivistes, incurables? Toutes les étiquettes sur le nom dans leur dossier. Alors, en observant ce petit phénomène si humain, j'avais les prémices de ce que j'appelle maintenant le nous. Ben, c'est le nous qui fédère. Un nous soutenant, chaleureux, j'ai pas du tout envie d'être ailleurs. J'ai pas du tout envie d'être ailleurs, je suis si bien ici. Pourquoi être excentrique alors que je suis centré? Et qu'est-ce qui centre? La chaleur de l'amour, de l'amitié dans ce cas-là, la camaraderie. Je me sens aimé pour ce que je suis. La sécurité du respect. Personne ne m'a demandé d'où je viens, si j'ai un gros dossier, si je vais tirer longtemps dans mon institution. On m'a dit, mets ton baudrier, ça s'accroche comme ça, prends des gants parce que la corde brûle quand on descend, et fais équipe avec celui-là. Allez, en avant, pas en arrière. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi t'as fait ça? Non. En avant. Et enfin, la clarté du sens. Ça a ben du sens, comme on dit au Québec, cette journée et ce week-end. Avec ces adultes qui s'occupent de nous, qui sont bienveillants, qui nous entraînent, qui nous font nous dépasser, qui nous font confiance. Nous, on a peur sur le câble. Ils disent, ça va aller, vas-y, je viens à côté de toi. Et on passe petit à petit sur le pont de Singe, là, avec la vallée en dessous. Et on sent qu'on peut se faire confiance, on sent qu'on peut s'estimer, on sent qu'on peut compter sur l'autre, que l'autre est là pour nous aider. C'est pas un tu hostile, comme je les ai vus dans les institutions avec le juge qui me condamne, le flic qui m'embarque. C'est un être humain qui me soutient. Et on recrée un autre climat d'humanité. Chaleur de l'amour, sécurité du respect, clarté du sens. Pourquoi je vous cite ça dans cette conférence-ci? C'est que par la suite, quand j'ai commencé à devenir thérapeute moi-même et que j'ai accompagné pas mal de familles en difficulté avec les enfants, ces enjeux-là m'ont été précieux. Chaleur de l'amour. Est-ce que votre amour est dit, est nommé, est explicite? Bien des parents disent encore, mais ça va de soi. Le frigo est plein, ils ont à manger, ils ont des habits, on les emmène en vacances. Attends, ça va pas sans dire. Ça va beaucoup mieux en le disant. Est-ce que tu nommes ce que tu aimes chez l'autre? Nommer, c'est faire exister. Ne nous contentons pas d'un fonctionnement, ça va de soi, le frigo est plein, ils ont des habits, on les emmène à ça c'est l'intendant, c'est la logistique. Fêtez la vie. Vous savez qu'il y a encore des familles dans lesquelles on ne se dit pas qu'on s'aime. Il y a des couples dans lesquels on ne se dit pas qu'on s'aime tous les jours. C'est surprenant, hein? C'est incroyable, non? On est parti chez monsieur le maire ou chez monsieur le curé dans la joie et l'allégresse. On était plein de bisous. Quelques années après, le feu sacré est devenu un incendie quand on n'est pas dans la cendre. Où est passé? Où s'est perdu l'enchantement? Oui. Vigilance. Dire l'amour. Nommer. Vous vous souvenez comme parents, quand on sort son bébé pour la première fois dans le petit landau ou dans le... Hein, vous voyez ce que je veux dire?
On est là, attention, prudence, et tout le monde s'intéresse. Oh, vous avez un nouveau bébé, magnifique, c'est votre premier, comment est-ce qu'il s'appelle, comment est-ce que petite fille, petit garçon? Il y a de l'enchantement tout autour. 15 ans plus tard, vous allez arriver dans le même supermarché avec l'ado, il n'y a personne qui la regarde. Plus personne s'enchante. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu un fonctionnement? Ben oui, il a une fille, c'est normal, quoi. Voilà. Nous avons besoin d'être vigilants à garder ce regard émerveillé. C'est un être vivant. Alors, si je vous propose de vous rappeler ces valeurs, chaleur de l'amour, sécurité du respect et clarté du sens, c'est pour vérifier dans le quotidien, est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien dit? Est-ce que c'est bien nommé? Et je n'ai pas par hasard ajouté à l'amour le respect. Vous pourriez me dire, mais l'amour, ça va de soi que c'est du respect. Ben, on aimerait, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je suis pas surpris que parmi vous, il y ait des personnes qui ne doutent pas d'avoir reçu de l'amour de vos parents, mais qui n'ont pas senti un respect pour qui ils étaient profondément, par rapport aux frères et sœurs, s'il y avait fratrie, ou par rapport à un projet que les parents avaient. Et c'est pour ça que j'ajoute le respect. Traiter 3 enfants de la même manière, c'est de la maltraitance. Alors c'est pas facile, hein? Je dis bien que c'est pas facile, je suis conscient. Mais ça nous demande un ajustement, une finesse. Et je sais, pour le voir, pour le vivre, que nous avons la capacité de faire ça. Nous savons comment faire. Mais souvent, nous ne savons pas que nous savons. Il suffit juste de retrouver ce constat. On s'ajuste, on s'aligne. Les animaux font ça. Ils se reniflent un peu. T'es où, toi? T'es par là? T'es par là? T'es où, hein? On s'ajuste. Ce sens de s'ajuster existe. Mais il s'agit d'être davantage préoccupé par la qualité de la relation que par la chose à faire. Pour moi, la pratique de la communication non violente a été une découverte sur ce plan-là. La relation d'abord, le résultat ensuite. C'est juste à l'envers de nos habitudes, vous voyez. Alors, ça nous permet d'évoquer... J'hésite entre 2 histoires. Je vais quand même vous raconter celle-ci. Après, je vous raconterai Jeanne et sa fille. Si j'oublie, rappelez-moi Jeanne et sa fille. Toujours avec les jeunes de la rue, petite histoire. Joe est quelqu'un qui, 16-17 ans, un petit malin. Il a une figure d'ange diablotin, comme ça, plein de cicatrices. Il deal de la drogue sur la Grande Place à Bruxelles, qui est un endroit plein de touristes. Et donc, il fait des affaires. Et son visage un peu angélique fait qu'il passe assez bien inaperçu. Les flics ne le repèrent pas trop. Il a beaucoup d'argent, forcément. Quand on deal, on a du cash. Et il fait la fête, il flambe, il s'achète des belles motos, il drague les filles. Mais on lui pique ses sous, on le menace, etc. Et il réalise que c'est pas vraiment la vie qu'il veut. Il vient faire des activités avec nous. Et ça l'enchante, ça lui plaît, il aime ce qu'il vit, la chaleur de l'amour, la sécurité, le respect, le sens, il goûte ça, il nous en parle, il est malin, il met des mots là-dessus. Mais en même temps, la tentation de se faire 3 000 € par mois, c'est quand même intéressant, hein, plutôt que d'aller tenir une caisse de grand magasin à 800 €. Alors il repart dans ses trucs. Mais sa boussole intérieure, à un moment, lui dit, t'es pas heureux, reviens là où t'étais heureux. Et il revient vers nous en nous disant, je reviens, parce que les seuls trucs chouettes que j'ai faits, c'est avec vous. Et c'est pas tant les trucs chouettes qu'il a fait, c'est ce qu'il a goûté dans l'être. Son être a tressailli à un nous soutenant, dans lequel il pouvait exister en étant respecté, en ayant sa place. Sa boussole s'est un peu désorientée en repartant vers le fric et le succès à court terme, mais à un moment, la boussole lui dit, attends, c'est terminé ça, oh, on revient. Et voyez que, si je vous cite ça, c'est que nous avons ce pouvoir de créer des climats pour fonder des boussoles bien orientées. Je retiens cette phrase d'un article sur la violence dans les banlieues parisiennes, j'honore l'auteur, j'ai oublié son nom, qui disait « La violence n'est pas compliquée à comprendre. Si à la maison on chantait, là où on chantera, je me sentirai à la maison. Mais si à la maison on se battait, là où on se battra, je me sentirai à la maison. » Encodage, téléchargement, formatage. Voyez que nous avons ce pouvoir comme adultes, là où nous sommes, parents, accompagnants, éducateurs. Nous avons ce pouvoir de créer des climats où l'on chante et l'on s'enchante d'être ensemble. Et que ça me paraît l'urgence d'aujourd'hui, devant le désarroi du monde que nous livrons à nos enfants, un monde incroyablement chaotique dans lequel la violence est sur tous les écrans à tout instant et qui a une énorme ambiance mortifère. On sent bien que quelque chose s'en va.
tout un panneau s'écroule. Le vieux système patriarcal est en train de s'effondrer. Dans l'entreprise, dans les institutions, cette pyramide qui a sans doute permis d'organiser les choses, elle avait sans doute son bénéfice historiquement, mais a beaucoup oppressé, cette pyramide est en train de se déglinguer partout et on passe à des systèmes de prise de décision beaucoup plus collaborants, avec les valeurs dites féminines d'intuition, de partage, de collaboration, dans lesquelles chacun est appelé à collaborer. C'est intéressant de voir ce processus, notamment dans l'entreprise. Mais donc, ambiance mortifère, ça demande pour nous de la vigilance comme adultes, de sentir par où ça va, par où ça change, et que les mouvements de repli, de convulsion font partie d'un accouchement. Si on reste juste devant la convulsion, le radicalisme, l'intégrisme, etc., on est affolé. Mais si on se dit, bon, voilà, ça c'est le vieux monde qui fait ces derniers... J'ai un ami qui parle du syndrome du dinosaure, qui donne des coups de patte parce qu'il ne veut pas mourir. Mais son heure est venue, il est en train de mourir. Le dinosaure du patriarcat est en train de s'en aller. Et sans doute que le dinosaure du capitalisme également, et qu'on peut envisager de voir de nouveaux systèmes de partage des biens, des services et des richesses qui naissent de plus en plus, de façon locale, citoyenne, solidaire, partagée. Vigilance pour bien montrer aux enfants, oui, les écroulements sont nécessaires, ils ne sont pas agréables du tout, et on est sans doute qu'au début. Et en même temps, c'est pour permettre. Parce que sinon, beaucoup d'enfants, vous l'aurez perçu, si ce n'est même vécu cruellement, devant le chaos du monde qu'on leur livre, se dire, oh, ça, c'est pas pour moi, je retourne. Vous voyez que ça nous demande d'être inspirés pour pouvoir être inspirants. Que ça nous demande de redévelopper notre fort intérieur, comme l'évoquait Madame tout à l'heure, et notre vie intérieure, profonde, pour nous ancrer dans nos valeurs, à travers la turbulence, les difficultés qu'il y a. On n'est pas dans un monde de bisounours, des conflits, des tensions, des colères, des deuils. Nous avons besoin d'apprendre à faire ça. Mais pour apprendre à maintenir cet état de paix intérieure à travers la difficulté, en faisant confiance que plus nous nous ancrons dans nos valeurs, plus apparaît ce que toutes les traditions évoquent, quels que soient les mots, la possibilité de capter le souffle. Toutes les traditions ne peuvent s'entendre sur ce mot-là. Vous mettrez les mots que vous voulez. Ne nous bagarrons pas pour quelques lettres. Puisons dans l'être. Alors, je voulais évoquer la situation de Jeanne par rapport à une de nos habitudes de juger, d'étiqueter, de mettre un label sur le front des gens, ceux qui les enferment dans un comportement. Ceux qui pratiquent la communication non violente savent qu'on commence la plupart du temps par tenter d'observer une situation sans l'enfermer dans nos jugements. Très difficile. Tellement notre habitude de juger est rapide. Observer sans juger. Et là, Jeanne dit, moi j'ai une situation, et je les ai invités donc à prendre une situation, voir les jugements, et puis de voir les faits. Qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est objectif, passer de subjectif à l'objectif. Et elle dit, j'ai une situation, et vas-y Jeanne, et, ma fille est difficile. Alors là, tu es dans l'objectif ou le subjectif? Ah, je suis dans l'objectif, ma fille est difficile. Alors le groupe, évidemment, rit avec bonhomie, avec bienveillance, en disant, et dit à Jeanne, mais donc, franchement, là, tu juges ta fille, tu dis qu'elle est difficile, c'est un jugement. Non, ma fille est difficile, c'est quand même ma fille, c'est moi qui sais, voyons. Hein. Première prise de conscience, voilà une maman qui ne voit pas qu'elle juge, tellement il y a des choses là derrière. Elle ne voit pas qu'elle juge et qu'elle enferme. Et elle ne voit pas le risque qu'il y a derrière, c'est que comment voulez-vous avoir une relation facile avec quelqu'un que vous avez étiqueté difficile? Vous avez vous-même forgé la difficulté. Vous avez mis ce filtre entre elle et vous. Et on va aller voir c'est quoi le filtre. Alors je dis à Jeanne, effectivement, je pense que c'est un jugement. Toutefois, si tu dis ça, c'est qu'il y a des faits. C'est quoi la réalité objective? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison qui fait que tu as l'impression qu'elle est difficile? Alors, elle a un peu du mal à démélanger et à revenir à l'objectif. Elle dit, je pense que ce à quoi je réagis, c'est que depuis 3-4 mois, ok, voilà, c'est un fait, 3-4 mois, elle rentre vers 4-5 heures à la cuisine, elle rentre vers 4-5 heures, et elle dit systématiquement, maman fait chier l'école. Voilà, ça c'est objectivement une série de faits, elle dit cela. Alors, je dis, et comment tu te sens quand elle dit ça? Je suis très inquiète, j'ai peur qu'elle soit larguée, qu'elle parte en dépression, et donc je dis qu'elle doit aller travailler pour bien réussir. Va dans ta chambre. Ah, et comment ça se passe? Pas bien, elle est furieuse, elle met sa musique à fond pour bien montrer qu'elle râle, et elle ne m'aide jamais pour le repas le soir. Ah, oui.
Alors, quel serait ton besoin? Ben, j'ai besoin d'être rassuré quand je dis qu'elle n'est pas en dépression. Oui, oui, sans doute. Qu'elle est bien intégrée dans sa classe, sans doute, oui. Et il n'y a pas d'autre besoin? Non. Deuxième prise de conscience, cette maman ne voit pas un besoin pourtant évident que vous avez perçu. Et je lui suggère, est-ce que tu n'aurais pas besoin de comprendre ta fille? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Ben oui, c'est vrai que je ne lui ai même pas demandé. Je l'envoie faire ses devoirs, mais je ne lui ai pas demandé. Vous voyez, voilà une maman qui n'est pas débile, hein, c'est vous et moi. Elle s'est tellement prise dans l'émotion qu'elle ne voit pas qu'il y a peut-être besoin de comprendre derrière quelque chose. Et qu'elle pourrait peut-être prendre un temps avec sa fille pour l'écouter. Alors, l'atelier se passe en plusieurs lundis. Elle revient le lundi suivant en me disant « J'ai eu un échange incroyable avec ma fille. » Elle est revenue de l'école en me disant « Une fois de plus, maman fait chier l'école. Je me suis accroché à la table de la cuisine pour ne pas l'envoyer travailler. J'ai pratiqué ce que tu nous as proposé. Écoute empathique, non jugement, pas de conseils, juste tenter d'être proche de l'autre. » Et ma gamine s'est assise. J'ai dit à ma fille « Est-ce que ça va pas trop à l'école ?»« Ben oui, maman. » Est-ce que tu veux qu'on en parle? Ah ben oui, maman. Et j'ai vu ma fille s'asseoir, me raconter qu'elle est larguée en mathématiques. Au début, le prof l'aidait un peu, mais que les copains se moquent d'elle. T'es nul, tu fais des bulles, en faisant des petites rondes autour d'elle. Une gamine de 12 ans, c'est pas rigolo. Hein. On a drôlement besoin d'appartenance et d'intégration à cet âge-là. Et donc la maman dit, je suis vraiment surpris de voir toute cette souffrance, je n'avais pas réalisé. À un moment, ma fille me dit, ben, maman, j'ai mes devoirs à faire. Elle m'a montré faire ses devoirs. Ah bon, j'étais tout surpris, je ne dois pas l'envoyer. Et puis vers 7 heures, je me dis, je vais appeler les enfants pour avoir un peu d'aide pour leur repas. Qui je vois descendre dans la cuisine me dire, maman, tu as besoin d'aide? C'est ma gamine. Ce n'est pas magique ce qui se passe là. C'est systémique. C'est vraiment les principes de la systémie. Imaginez, vous êtes la gamine de 12 ans, vous êtes larguée en mathématiques, les copains se moquent, vous en avez gros sur la patate, vous arrivez à la cuisine en se disant « Ouf, un havre de paix, un peu d'écoute amoureuse de ma chère maman », et vous espérez un peu d'empathie, mais vous n'avez pas les mots, vous n'avez pas pratiqué la CNV pour dire « Maman, je suis vraiment en colère, j'aimerais être acceptée dans ma différence, je ne comprends rien aux maths, j'aimerais un peu de soutien ». Vous n'avez pas ce vocabulaire. Donc vous utilisez le vocabulaire que tous les enfants emploient, et qui était très modeste, et vous dites « Fais chier l'école ». En espérant que devant, on vous comprenne un peu. Mais là, en face, vous avez quelqu'un qui est terrorisé, au secours, elle va être larguée, dépression, et vite, va faire tes devoirs. Forcément, le dernier endroit où vous avez envie de revenir, c'est à cet endroit-là. C'est clair. Mais ce jour-là, vous revenez de l'école avec gros sur la patate votre affaire, vous dites fais chier l'école, et vous avez maman qui vous regarde avec un regard plein d'amour en disant ça va pas trop à l'école? Ben non, maman. Tu voudrais qu'on en parle? Ben ça fait des mois que j'aimerais qu'on en parle. Mais assieds-toi, vous asseyez, maman écoute, il n'y a pas un jugement. Il n'y a pas un conseil. Il n'y a pas un « je t'avais bien prévenu que tu t'es repassé tes leçons. À ta place, j'aurais fait ce. Il est grand temps que tu. » Non, 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 la maman, garde tout ça à son fort intérieur. J'ai de l'espace pour être. Il y a du nous. C'est agréable. À un moment, je pense aux devoirs. Je vais faire mes devoirs. Quand les devoirs sont finis, où est-ce que j'ai envie de revenir? Ben, ma boussole, rappelez-vous, Joe, tout à l'heure, ma boussole me dit « je retourne là où il y a du nous, évidemment. » Quitte à peler les oignons pour la soupe ou à mettre le couvert. On s'en fout du faire, puisqu'il y a de l'être. Ça n'est pas magique, c'est systémique. Jeanne n'a pas changé sa fille. Aucun de nous n'a le pouvoir sur l'autre. Arrêtons de dire on va traiter un enfant difficile. Jeanne a changé sa façon d'être avec sa fille. Elle l'adresse plus comme ça, elle l'adresse par ici. Et forcément l'autre doit tourner le regard, son attitude. Ça, c'est l'énorme pouvoir aussi considérable qu'il y aurait de la non-violence. Je ne change pas l'autre, je change mon attitude avec l'autre. La majorité de la population ne sait pas ça et espère changer sa fille, son conjoint, son patron, son client. Que d'énergie perdue en je face à un tu, au lieu de nourrir du nous. Jeanne a recréé du nous. Pour la petite histoire, quand même édifiante, Jeanne ne comprenait pas comment elle avait pu juger et ne pas voir qu'elle jugeait, avoir besoin de comprendre sa fille, mais ne pas avoir réalisé qu'elle avait ce besoin, comme elle était coupée d'elle-même. Et elle dit, mais oui, en larmes, elle dit, j'ai été éduquée par un père militaire, comme un petit garçon, un petit soldat qui va au travail, tac, 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 tac. Je ne sais pas gérer mes émotions, et donc je ne sais pas accueillir celles de mon enfant. Vous voyez le travail d'intériorité citoyenne. Plus Jeanne apprend à se connaître, à s'accepter, à reconnaître sa vulnérabilité, sa fragilité, plus elle est disponible pour accueillir la fragilité de l'autre. Et accueillir la fragilité de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on va plonger dans un puits sans fin, ça veut dire qu'on va pouvoir reconnaître cette fragilité et la force. Personne n'est tout fragile. Personne n'est tout fort. On a de la fragilité et de la force. Et c'est ça qui est vivant.
Alors j'aimerais vous raconter un autre piège. Là, c'était le piège du jugement, très très récurrent dans nos vies. Soyons vigilants à éviter le jugement. Le jugement enferme, étouffe, anesthésie. Et parfois même créateur, comme la prophétie qui s'auto-génère, self-fulfilling prophecy. Un autre piège, c'est la pensée binaire, la tension, soit de ceci, soit de ça. C'est très, 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 très déchirant. Nous avons besoin d'être vigilants dans notre façon d'accompagner, de ne pas être dans ces cases. L'être humain peut être accueilli dans son unité. Et ça demande de nouveau d'être bien à l'écoute de ce qu'il y a derrière et qu'on n'a peut-être pas vu. Je vous raconte l'histoire de Charlotte, qui arrive en thérapie quand elle a 20 ans. J'avais encore mon cabinet de thérapeute à ce moment-là. Charlotte est une belle personne à tous égards, elle est jolie, elle est généreuse, elle a des projets humanitaires, s'occuper des gens, mais en même temps c'est une grande artiste, elle peint magnifiquement bien. Quand elle arrive dans mon cabinet, elle sort de 2 tentatives de suicide, Charlotte. Alors quand elle part dans ses projets humanitaires, ce sera Médecins sans frontières, fantastique, mais on ne dessine guère dans les camps de réfugiés. Bon, c'est pas grave, je reste à Bruxelles et je fais ma belle école de peinture, je ferai des expositions. Mais est-ce que je peux m'occuper de mon petit pinceau, mon petit talent à moi, alors qu'il y a des gens qui crèvent ? Charlotte est déchirée. Charlotte est partagée. Charlotte est sous pression. Elle entre en dépression. Et pardonnez-moi vraiment l'horrible jeu de mots, mais la seule solution qu'elle envisage, c'est la suppression de cette existence trop souffrante. Alors je vous passe le détail du travail d'accompagnement avec Charlotte qui consiste simplement, vous l'aurez perçu, à honorer tout le vivant en elle, en sortant du rapport de force, tension, soit division. On va essayer de retrouver à l'intime de Charlotte le nous. C'est pas je me moi telle partie contre tu te toi autre partie et on se bat jusqu'à la mort. Ben non, on va retrouver l'unité que l'être cherche, que l'être est. Ça passe par des doutes. Mais comment on va faire, Charlotte ? Me dit Charlotte. Mais je ne sais pas encore. Charlotte, tu as de belles parties, une partie généreuse qui veut prendre soin des gens et une partie très artiste qui veut créer, ajouter la beauté du monde. Ces 2 magnifiques parties vivantes de toi. Mais qu'on va faire ? On n'est pas au niveau du faire, on est au niveau de l'accueil de l'être. Est-ce que tu peux juste côtoyer et t'enchanter d'avoir de si belles richesses en toi ? Lâche l'idée du résultat. La relation, d'abord, honore ces parties de toi. Et là, je ne peux pas vous convaincre, je ne cherche pas à le faire, je peux juste vous témoigner et vous partager ça. Lorsque nous entrons dans cette cohabitation intime, profonde avec l'être en nous, en le respectant pleinement, nous ne sommes pas longtemps seuls. Quelque chose s'instaure, ou peut-être même que quelqu'un s'installe, vous le nommerez comme vous voulez. Mais en tout cas, nous sentons que quelque chose nous pousse, c'est de l'ordre du souffle, et nous permet de retrouver notre unité. Appelez-le comme vous voulez. C'est au-delà de la compréhension psychologique. Il y a une part de compréhension psychologique, mais au-delà, il y a une inspiration, il y a un souffle. Alors, si aujourd'hui, Charlotte est art thérapeute pour enfants quelque part au sud de Bruxelles, si Charlotte met son talent d'artiste si fin, si profond au service d'une cause quasi humanitaire, en tout cas sociale, d'aider les gamins qui sont dans l'hyperactivité, les troubles de l'attention, etc., c'est que Charlotte a développé une intériorité transformante et citoyenne. Elle se met au meilleur endroit. Elle met tout ce qu'elle est au service. Si j'évoque ça, voyez, avec beaucoup de respect pour les parents de Charlotte, qui adorent leur fille et lui souhaitent le meilleur, c'est pour indiquer simplement un des pièges. Les parents de Charlotte, sans s'en rendre compte, lui disaient « Charlotte, tu as 20 ans, il faut choisir. » Tac ! Rajoutant de la pression à cet être déjà sous pression. Vous voyez ? Quelle difficulté d'écouter l'au-delà de l'immédiat. Quelle difficulté d'être dans l'être. Quelle préoccupation du résultat. Des études, un diplôme, gagner... Non, pas au prix de mourir quand même. D'abord honorer tout le vivant et faire confiance à l'intelligence du nous et du nous tous et de l'univers qui va m'éclairer si je l'accueille, mais qui ne peut pas m'éclairer si je ne l'accueille pas. Il me semble qu'aujourd'hui, les enfants qui arrivent sont très habités d'une grande intensité. Une quête, un besoin de vivre de tout leur être, et ne peuvent pas se contingenter dans le système traditionnel d'être assis 8 heures par jour. C'est juste pas pensable.
Mes 3 filles, l'une après l'autre, en ayant quitté la maternelle où on joue encore et on bouge, sont arrivées en primaire et toutes les 3, à leur âge successif, m'ont dit « Papa, on est assis et on ne joue plus. Est-ce que c'est normal ?» Comment voulez-vous que je dise autre chose que c'est pas normal du tout? C'est même complètement débile. À ton âge, tu as absolument, et à tout âge, on a besoin de bouger, d'être en mouvement et de mettre la main à la pâte et de co-créer. C'est l'essence de l'apprentissage, pour intégrer les choses. Alors on va s'arranger pour que vous ayez d'autres occasions de créer et de vous sentir en mouvement. Mais donc les êtres arrivent avec beaucoup d'intensité et ont du mal à se contenter de ce qu'on leur offre. Ça nous demande une attention aussi pour ne pas prendre comme la turbulence, comme du refus de l'autorité, comme de la rébellion, ce qui est une pulsion de vie magnifique. Ça nous demande de revisiter nos systèmes de compréhension et d'accueil. Charlotte elle-même, une des premières choses qu'elle m'aura dit en thérapie du haut de ses 20 ans, c'est « Je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. » Waouh! Ça m'a touché. Je me souviens d'avoir été touché aux larmes que cette jeune fille de 20 ans me cite ça comme ça. Moi-même, à 34-35 ans en thérapie, j'avais dit quelque chose de quasiment pareil à mon thérapeute. J'avais dit, j'ai l'impression d'être un gros tuyau qui est fait pour amener beaucoup d'eau puissante pour arroser toute une ville avec des cascades et des jardins et puis toute la distribution d'eau. Mais ce gros tuyau a été, par une erreur du monteur ou de l'ingénieur, terminé par un tout petit robinet purgeur de radiateur. Énorme puissance de vie, minuscule capacité d'en faire usage. Alors, vous voyez, ça demande du travail, c'est pas forcément confortable de réaliser, c'est pas logique, il manque quelque chose. Par où est-ce qu'on démonte ce truc, comment on dévisse? Et il faut se mettre un peu les mains dans le cambouis, hein, enlever un peu ses couches d'égo, et retrouver la bonne pièce. On va dire, attends, on va retrouver le joyeux distributeur qui va permettre à l'eau de circuler partout. Je pense que beaucoup d'enfants sont comme ça, un bouillonnement intérieur, un besoin de sentir qu'une expansion heureuse est possible, dans laquelle ils vont pouvoir faire vivre tous leurs talents, comme Charlotte. Tant l'un que l'autre, pas l'un à la place de l'autre. Et non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Vous savez que les chercheurs, j'ai plusieurs amis qui sont dans la prospective, qui nous disent 80% des métiers de dans 20 ans c'est demain, n'existent pas encore et sont à inventer, à créer. Alors est-ce que nos écoles sont outillées pour générer cette créativité, cette confiance en soi, cette capacité à transgresser les habitudes et à penser en dehors de la boîte? Nous avons besoin d'encourager nos systèmes. Vous voyez, je ne suis pas en train de reprocher au système, il est le fruit de nos propres cultures. Je suis en train de nous inviter à transformer le système, à secouer nos dirigeants, à aller dire « Attends, on va faire autrement ». Parce qu'on a besoin d'appréhender le monde autrement, avec infiniment plus de complexité. La conférence de ce matin nous le rappelait aussi, comment intégrer à la fois la technologie nouvelle dans tous ses bénéfices, qui sont magnifiques, qui peuvent être très créateurs, très fédérateurs, et à la fois ne pas oublier l'être ensemble, l'être fécond. Ce qui fait qu'on a du goût à être ensemble, à s'enchanter. Ça m'a frappé, vous voyez, de nouveau, on revient à cet enjeu, pour avoir accompagné pas mal de familles avec des enfants en difficulté. Et les parents disant « je ne comprends pas pourquoi ils fument des joints, pourquoi ils décrochent, les enfants sont là, etc. » Et parce qu'on se dit tout dans la famille, hein, on se dit tout. Et ça se passe comment à la tablée familiale? Je lui demande s'il a fait ses devoirs, s'il a préparé ses leçons, s'il a préparé son sac pour les activités du week-end, s'il a répondu à telle invitation pour l'activité de ta. Ah oui, on se dit, mais est-ce qu'on s'écoute? On s'écoute tout. La gamine qui disait qu'elle ne voulait pas manger sa soupe, tu lui as dit, mais mange ta soupe, je t'ai préparé une bonne soupe, tu n'as qu'à manger que des tartines à midi, c'est pour ton bien. Ah oui, tu dis. T'as écouté ce qu'il y a derrière le geste de repousser la soupe? T'es triste, t'as pas faim, ton copain est parti. Ça t'a coupé l'appétit. Ah ben oui, t'espères le retrouver. Ah, ben je comprends que t'aies pas envie de ta soupe. Il y a quelque chose derrière. Le geste n'est pas là par hasard. Est-ce que je développe cette capacité d'empathie pour me relier à l'autre? Ou est-ce que je suis dans le faire, mange ta soupe parce que je l'ai prévu pour toi? Brutalité ordinaire, vous voyez. Nous avons besoin d'affiner davantage notre façon d'être ensemble. L'empathie est la clé du vivre ensemble. On savait jusqu'il y a peu qu'un climat d'empathie est bien sûr favorable à une bonne éducation. Vous connaissez sans doute les découvertes récentes de la neuroscience.
dont fait notamment part Catherine Guéguen, ou Guéguen, je ne sais pas comment on prononce, dans son livre « Pour une enfance heureuse », que j'ai eu la chance et l'honneur de préfacer. Catherine Guéguen nous indique, pédopsychiatre, nous indique qu'elle a pu constater que l'empathie, ce n'est pas juste agréable et utile, c'est fondamental pour que certaines connexions neuronales s'établissent et que l'enfant lui-même soit capable d'empathie pour les autres et que l'empathie peut être brisée par un sourcil froncé. Et je ne serais pas surpris que dans la salle, il y ait des enfants, des personnes, le lapsus est intéressant, des personnes parmi vous qui souffrent encore d'un sourcil de dédain envoyé par un enseignant ou par un adulte. Et ça les a transpercé le cœur. Attention à la cohérence. Cœur, corps, esprit. Si c'est ça que je veux vivre, amour, tendresse, partage, confiance, sagesse, si c'est ça mon fil rouge, je fais en sorte que toute mon attitude en rayonne et que même si je suis fatigué et que j'en ai un peu ras-le-bol quand l'enfant s'adresse à moi, je le regarde avec un visage qui est au moins neutre, si pas souriant, mais je le regarde pas avec l'air de dire « qu'est-ce que tu viens de m'emmerder là de nouveau ?» Ce qui peut bousiller l'estime de soi fragile de ce petit être qui tente de s'asseoir à l'intérieur de soi-même pour grandir. Vous voyez que par rapport à nos habitudes, que l'on a pris pour notre naturel, et il y a des changements à faire, nous confondons souvent automatisme et spontanéité. Ne prenons pas nos automatismes, nos habitudes pour de la spontanéité. Ne confondez pas ce qui est culturel avec ce qui est naturel. Ce qui est naturel, c'est l'empathie. Vous aurez sans doute entendu parler du film L'Odyssée de l'empathie. C'est un magnifique documentaire qui est, je pense, disponible sur Internet, qui est sorti il y a une année, auquel j'ai eu la chance de participer. L'empathie est le ferment du vivre ensemble. Nous avons besoin de vigilants à bien créer ça parmi nous. J'en termine avec une notion qui me tient fort à cœur dans l'accompagnement des personnes, que ce soit les enfants ou les adultes. C'est cette conscience que nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange. Cette structure d'incarnation est trop petite pour l'aspiration qui est en nous. Et je pense que ce langage parlera pratiquement à tout le monde, bien sûr aux personnes qui suivent une religion, certainement aux personnes qui ont une vie spirituelle, que l'on peut bien sûr vivre de façon non religieuse, que l'on peut également vivre de façon parfaitement laïque, mais également aux personnes qui se diraient complètement athées et sans aucune démarche spirituelle. Je pense que chacun de nous cherche à vivre de l'harmonie infinie, si possible, de l'amour, du partage, de la solidarité infinie, de la beauté, si possible. Nous tendons vers ça. Si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'être vigilants à nourrir cette partie de nous. Les voies traditionnelles sont la prière et la méditation, mais il peut s'ajouter des voies qui sont à la fois spirituelles ou complètement laïques, comme la contemplation, l'émerveillement, l'enchantement, la beauté, la musique, le chant, la danse, la création, l'acte créateur, sont des façons de nourrir cette dimension infinie. Ce que j'observe dans mon travail d'accompagnement des personnes, c'est que si nous ne trouvons pas une façon personnelle et vivante de nourrir cette fibre-là et d'accompagner les enfants à nourrir cette fibre-là, eh bien, nous sentons un recroquevillement dans la matière, dans le temps contingenté, dans la finitude de ce qu'on peut faire. Et cette frustration devient vite une sorte d'amertume qui vire parfois au cynisme et tôt ou tard à la violence. Tu es celui qui m'empêche de vivre. Il n'y a personne au monde qui peut vous empêcher de vivre. Mais combien d'enfants n'entendent pas ça? Tu m'empêches de vivre. Quel poids sur la tête de cet être-là. Il n'y a que moi qui m'empêche de vivre. Est-ce que j'ai pris, en sortant du travail, ma douche psychique pour me nettoyer de mes tensions? Colère avec le patron, inconfort avec le fournisseur, ras-le-bol avec le voisin de plateau. Je vais nettoyer ça demain. Je m'occupe de moi-même. Je fais mon nettoyage. Parce que dans ma douche psychique, j'ai besoin de classer ça pour pouvoir sentir, mais aussi amour, tendresse, retour à la maison, proximité, fantaisie, joie d'être ensemble. Et je rentre dans ce climat-là. Et si le gamin fait une bêtise grande comme ça, je fais un ajustement grand comme ça. Je montre un témoignage de justesse, de profondeur. Alors que si je n'ai pas pris ma douche psychique, mon sas de transition, je rentre tout agité, j'ai des tensions, des agacements, je m'en occuperai demain, si je m'en occupe, je ne sais pas trop, mais enfin c'est pas grave, je dois m'occuper de mes enfants, faire les courses, etc. Je rentre à la maison, le gamin fait une bêtise grande comme ça, mais il s'en prend plein la gueule, paf! C'est un massacre quotidien qui n'est pas dans les journaux.
Combien d'enfants ne font-ils pas les frais des tensions que les adultes n'ont pas appris à gérer? Hygiène de conscience, écologie relationnelle, pour ne pas faire payer aux autres, parce que le gamin qui a ce scène de violence, il encode quand on a la fonction et la force, on peut utiliser et abuser, je reproduirai. Et on perpétue. Vérifions. Nous avons un rêve pour l'humanité, souvent il est composé des valeurs qu'on a vues là. Est-ce que notre façon d'être au monde incarne, là où je suis, avec les moyens même menus que j'ai, avec ceux que je côtoie, est-ce que ma façon d'être au monde incarne le rêve que j'ai pour l'humanité? Autrement dit, est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que j'entretiens le problème? Quand on voit le chaos, la violence, les addictions, les conflits, les tensions partout, c'est précieux de se poser cette petite question décapante. J'en termine avec cet aspect-ci, le rapport au temps. Depuis plus de 25 ans que j'enseigne la communication non violente, j'ai réalisé que c'est impossible d'avoir une relation non violente avec qui que ce soit, à commencer par soi-même, si nous sommes encore piégés dans un rapport hostile au temps. C'est la raison qui m'avait amené en thérapie, c'est je courais tout le temps comme un fou, de choses à faire en choses à faire. J'avais besoin d'apprendre à pacifier mon rapport au temps pour faire les choses dans un rythme doux. J'ai un rythme lent, j'ai longtemps été hors de mon rythme parce qu'on m'a dit il faut courir, il faut y aller. C'était pas mon rythme. Ça n'est pas un détail. Ça n'est pas un détail parce que beaucoup de maltraitants sont traits de ce qu'on ne prend pas le temps, on court. Voyez. Une maman arrive un jour dans un atelier que j'anime sur le rapport au temps. Et elle dit, je viens faire ce stage, c'est un atelier de 5 jours sur différents choix, le rapport au temps, le rapport à l'argent, etc. Est-ce que nous sommes capables de faire des deuils? Le deuil va avec le choix, permet le choix joyeux. Bon. Et elle dit, je viens faire ton stage sur le temps parce que il y a quelques mois, mon gamin, du haut de ses 7 ans, s'est retourné devant moi dans le corridor qui mène aux chambres dans l'appartement et il m'a dit, maman, je ne m'appelle pas, dépêche-toi. Dépêche-toi, range ta chambre, dépêche-toi, brosse tes dents, dépêche-toi. Et elle en était complètement secouée et elle me disait, j'ai l'impression que j'étais le disciple d'un bon maître. Nous avons besoin d'apprendre à relativiser. Les gamins sont arrivés sur la planète il y a quelques années, ils ne sont pas encodés comme nous dans cette course débile. Et c'est le message qu'elle retenait de son gamin en disant, oui, mon gamin me fait comprendre que moi je suis parti dans cette course, mais lui il dit, je veux vivre à mon rythme. Et avec mes copains, on va réapprendre à ce que l'humanité vive à son rythme. Sagesse des enfants, ralentir. Ce n'est pas les dirigeants qui vont nous inviter à ralentir, c'est à nous à mettre le processus de ralentissement en route. Voilà, j'en termine par cette proposition. Tout ça, ce sont des apprentissages. Nous avons une capacité considérable d'apprentissage, nous le savons. Nous arrivons à aller sur la Lune, nous passons sous les montagnes, nous passons sous la Manche. Ce n'est pas l'apprentissage et la mise en place qui est difficile, c'est juste de se mettre en route. Et je vous propose de commencer par nous-mêmes, cet espace d'humanité, en terminant par cette proposition de Christiane Singer, un auteur que sans doute vous chérissez comme moi, certains d'entre vous en tout cas, et qui disait ceci, dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, eh bien, il nous faudra à chacun de nous devenir source. C'est bien ce que je nous souhaite. Merci beaucoup.